En ce moment, rien ne semble fonctionner pour Kim Cheatle. Sa carrière s'est peut-être évanouie, mais les ennuis n'ont pas suivi. Elle pourrait être condamnée à une peine de prison. Mais ce n'est pas tout. Elle n'a pas seulement quitté les services secrets, elle est aussi empêtrée dans un nouveau procès de 7 millions de dollars. Quel est donc l'avenir du directeur Cheatle? La prison est-elle à l'ordre du jour? Découvrez-le dans cette vidéo. Le directeur Cheatle a-t-il des ennuis? Le 22 juillet 2024, la directrice des services secrets, Kimberly Cheatle, s'est exprimée devant la commission de surveillance et de responsabilité de la Chambre des représentants au sujet de la tentative d'assassinat de l'ancien président Donald Trump. Elle a admis que les services secrets n'avaient pas réussi à protéger Donald Trump. Elle s'est excusée pour les failles de sécurité qui ont permis à Thomas Matthew Crooks d'ouvrir le feu lors d'un meeting électoral à Butler, en Pennsylvanie, le 13 juillet 2024. Monsieur Cheatle a expliqué que les services secrets avaient été avertis à plusieurs reprises de la présence d'une personne suspecte avant la fusillade et qu'ils savaient que le toit d'où Monsieur Crooks avait tiré pouvait poser problème quelques jours avant le rassemblement. Malgré ces avertissements, Monsieur Crooks a réussi à monter sur un bâtiment voisin et a tiré avec un fusil de type AR, blessant Monsieur Trump à l'oreille et tuant un ancien chef des pompiers de Pennsylvanie, 2 autres personnes étant également blessées. Madame Cheatle a déclaré avoir appelé Monsieur Trump pour s'excuser et a promis de faire tout ce qui était en son pouvoir pour éviter qu'un tel incident ne se reproduise à l'avenir. Elle a assumé la responsabilité de ce qui s'est passé, mais a dû faire face à de vives critiques et à des appels à la démission de la part de législateurs des 2 grands partis. Malgré cela, Madame Cheatle a insisté sur le fait qu'elle était la meilleure personne pour diriger les services secrets. Au cours de l'audience, Madame Cheatle a admis qu'elle ne s'était pas rendue sur les lieux de la fusillade en Pennsylvanie. Nombreux sont ceux qui trouvent cela étrange, surtout si l'on considère qu'il s'agit du plus grand échec de sa carrière. Le bâtiment d'où Crooks a tiré se trouvait à environ 400 pieds de la scène et n'était pas inclus dans la zone de sécurité des services secrets. La police locale était censée assurer la sécurité du bâtiment, mais aucun agent n'était présent sur le toit. Nombreux sont ceux qui s'interrogent sur les raisons pour lesquelles le bâtiment n'a pas été inclus dans le périmètre de sécurité. Au cours de l'audition, la députée Marjorie Taylor Greene a qualifié le directeur Cheatle d'incapable. Elle a déclaré que M. Cheatle avait mal géré la situation en matière de sécurité et qu'il n'avait pas vu qu'il existait une menace potentielle pour la sécurité du président. Elle a demandé pourquoi les agents des services secrets n'avaient pas perçu Crooks comme une menace, alors que des membres de la foule l'avaient perçu. Les questions de Mme Greene suggèrent une possible défaillance dans les protocoles de sécurité. Greene a demandé s'il y avait un ordre de se retirer et a directement demandé s'il y avait un complot pour tuer le président Trump. Cheatle a fermement nié l'existence d'un tel complot. Greene s'est également demandé pourquoi les tireurs d'élite n'ont pas abattu Crooks et pourquoi il a été autorisé à se rendre sur le toit d'un bâtiment voisin. Greene ne s'est pas retenue. Elle s'est acharnée sur Mme Cheatle, la qualifiant d'échec total dans son travail. Elle a également déclaré que Mme Cheatle devait démissionner immédiatement et lui a demandé de présenter sa lettre de démission avant de partir. Le représentant du Parti démocrate Scott Perry, de Pennsylvanie, s'est également demandé si des agents des services secrets de petite taille étaient aptes à protéger l'ancien président. M. Perry, qui est un général de brigade de la garde nationale de l'armée américaine à la retraite, a suggéré que la taille d'un agent pouvait affecter sa capacité à protéger efficacement quelqu'un. Perry a été impliqué dans plusieurs controverses majeures. Il a soutenu les efforts de Trump pour renverser les résultats des élections de 2020 et a tenté d'invalider des millions de votes légitimes. Il a également aidé Trump à remplacer le procureur général par intérim Jeffrey Rosen par Jeffrey Clark, qui a soutenu les allégations de fraude électorale de Trump. En août 2022, Perry a fait parler de lui lorsque le FBI s'est emparé de son téléphone portable dans le cadre de son enquête sur l'attentat du 6 janvier au Capitole. Des messages textuels entre Perry et Mark Meadows, l'ancien chef de cabinet de Trump, montrent que Perry a essayé d'aider Clark à être nommé procureur général par intérim. M. Perry a également été critiqué pour son soutien à des théories du complot, telles que la théorie du grand remplacement et QAnon. Au cours de l'audition, le représentant du Parti démocrate Russell Fry a demandé à la directrice des services secrets Kimberly Cheatle à quel moment Thomas Matthew Crooks avait été identifié comme une menace. M. Fry a indiqué qu'environ 5 minutes avant la fusillade, quelqu'un avait signalé un problème près de l'endroit où se trouvait M. Trump. Madame Cheatle a répondu que Crooks était devenu une menace connue quelques secondes avant le début de la fusillade. La députée Nancy Mace a qualifié Cheatle de malhonnête. Madame Mace et d'autres députés étaient contrariés par le fait que M. Cheatle évitait de répondre aux questions et que les services secrets ne coopéraient pas à l'enquête. Mace a également demandé à Cheatle si les services secrets avaient fourni à la commission les informations demandées, telles qu'une liste des forces de l'ordre présentes au rassemblement, des enregistrements et des notes internes. Les réponses peu claires de M. Cheatle ont frustré M. Mace.
La députée Anna Paulina Luna a également critiqué Madame Cheatle pour ne pas avoir répondu à certaines questions. Elle a accusé Madame Cheatle d'avoir menti sous serment et a demandé que des accusations de parjure soient portées contre elle. Elle a également prévenu qu'ils étaient prêts à l'accuser d'outrage. Lors de l'audition, la directrice Cheatle a défendu les pratiques de recrutement de son agence et les agents féminins. Madame Cheatle a déclaré que l'agence recrutait les meilleures personnes pour le poste et qu'elle se consacrait à la sécurité des personnes. Elle a souligné que tous les agents et officiers sont bien formés et capables de bien faire leur travail. Madame Cheatle a défendu les agents féminins après que des critiques sexistes et de droite les ont attaqués à la suite de la fusillade. Certains commentateurs et législateurs républicains ont affirmé que l'embauche de femmes, y compris d'une directrice, n'était qu'une question de diversité et rendait le président moins sûr. Ils doutent des capacités physiques des agents féminins et affirment qu'ils ont été recrutés uniquement pour respecter les quotas de diversité. Un commentateur de droite, Benny Johnson, a qualifié les agents féminins de gaggle et a déclaré qu'elles étaient une humiliation. Le représentant Cory Mills, de Floride, a attribué le problème de sécurité aux embauches massives de DEI. Un commentateur de droite, Matt Walsh, a publié sur X. Il ne devrait pas y avoir de femmes dans les services secrets. Ils sont censés être les meilleurs, et aucun des meilleurs pour ce travail n'est une femme. La déclaration de M. Walsh a été soutenue par Meghan McCain, la fille de l'ancien candidat à la présidence John McCain. Elle a déclaré « Il faut être plus grand que le candidat pour le protéger avec son corps. Il faut être plus grande que le candidat pour le protéger avec son corps. Pourquoi ces femmes sont-elles si petites? L'une d'entre elles, qui ne sait pas mettre une arme dans un étui, garde apparemment Trump. C'est embarrassant et dangereux. » L'ancien président Trump a défendu une agente des services secrets qu'il a protégée lors de la tentative d'assassinat. Il a fait l'éloge de sa bravoure et a réfuté les affirmations selon lesquelles les femmes n'étaient pas faites pour ce travail. Lors de l'audition de la commission de surveillance de la Chambre des représentants, les législateurs ont interrogé le directeur Cheatle sur un plan iranien visant à assassiner l'ancien président. M. Cheatle a confirmé que les autorités américaines avaient récemment reçu des informations sur cette menace, ce qui a conduit les services secrets à renforcer la sécurité de M. Trump. CNN a rapporté que les États-Unis avaient été informés par une source d'un plan iranien visant à tuer M. Trump, ce qui a conduit à un renforcement de la sécurité. Bien que ce complot ne soit pas lié à la fusillade en Pennsylvanie, il montre que l'ancien président fait l'objet de menaces constantes. La Maison-Blanche, représentée par la porte-parole du Conseil de sécurité nationale, Adrienne Watson, a déclaré qu'il n'y avait aucun lien entre le complot iranien et la tentative d'assassinat de Thomas Matthew Crooks. Madame Watson a expliqué que les menaces iraniennes contre M. Trump sont surveillées depuis des années et que le complot iranien est une priorité absolue pour la sécurité nationale et intérieure. La mission de l'Iran auprès des Nations Unies a rejeté ces accusations, les qualifiant de fausses et de nuisibles. Elle a toutefois affirmé que M. Trump était un criminel qui devrait être inculpé pour avoir ordonné l'assassinat du général iranien Qassem Soleimani en 2020. Le 22 juillet 2024, un groupe de législateurs des deux partis s'est rendu sur le site de la tentative d'assassinat ratée. Parmi eux se trouvaient des membres de la Commission de la sécurité intérieure de la Chambre des représentants qui souhaitaient comprendre comment le tireur, Thomas Matthew Crooks, avait pu se rendre sur le toit. Le représentant républicain Mike Kelly, de Pennsylvanie, où l'incident s'est produit, a déclaré qu'il était certainement trop près. M. Kelly et d'autres républicains se sont demandé pourquoi un agent de sécurité ne se trouvait pas sur un château d'eau voisin, ce qui aurait permis d'avoir une vue dégagée de la zone. Le député Carlos Jiménez, de Floride, a déclaré qu'il s'agissait d'une erreur manifeste de la part des services secrets. L'ancien tireur d'élite des Navy Seals et représentant républicain Eli Crane, de l'Arizona, a demandé pourquoi il n'y avait pas de tireur d'élite sur la tour. Il a également déclaré qu'il pensait qu'on mentait aux législateurs. Le représentant démocrate du Mississippi, Benny Thompson, qui a participé à la visite, a souligné d'importants problèmes de communication entre les forces de l'ordre pendant le rassemblement. Il a également déclaré que les terrains du Butler Farm Show étaient trop vastes et ne constituaient pas un bon choix pour le rassemblement de M. Trump. Il a suggéré que le champ de foire voisin aurait été plus sûr. Suite à la visite du site, les leaders républicains et démocrates de la commission de surveillance de la Chambre des représentants, les députés James Comer et Jamie Raskin, ont envoyé une lettre appelant à la démission de M. Cheatle. Ils ont déclaré que le public avait besoin de comptes à rendre pendant les élections, ce que M. Cheatle ne fait pas. La lettre stipulait ce qui suit. En pleine élection présidentielle, la Commission et le peuple américain exigent une responsabilité institutionnelle sérieuse et une transparence que vous n'assurez pas. Nous vous demandons de démissionner de votre poste de directeur afin de permettre à de nouveaux dirigeants de s'attaquer rapidement à cette crise et de rétablir la confiance d'un Congrès et d'un peuple américain réellement préoccupé par la situation. M. Comer a exprimé sa déception face au manque de réponses fournies par M. Cheatle au cours de l'audition. Il a déclaré « Je ne pense pas que nous ayons répondu à beaucoup de questions. Je ne pense pas que nous ayons répondu à beaucoup de questions. Le peuple américain a des questions. Il mérite des réponses. Le Congrès mérite des réponses.
Vous avez été cité à comparaître aujourd'hui pour fournir des réponses. Et madame, vous ne l'avez pas fait. Qui est la directrice Kim Cheatle et que cache-t-elle? Kimberly A. Cheatle est née à Hinsdale, Illinois, et a grandi à Danville, Illinois. Elle a étudié la sociologie avec une spécialisation en justice pénale à l'Eastern Illinois University. Madame Cheatle a rejoint les services secrets en 1995 et a travaillé au bureau de Detroit pendant environ 4 ans et demi. Elle a enquêté sur des délits financiers et protégé le président Bill Clinton lors de ses visites dans le Michigan. En 1996, elle a aidé à sécuriser les voies ferrées pour le président Clinton entre Ann Arbor et Michigan City, dans l'Indiana. Elle s'est ensuite installée à Washington, D.C., et a participé à l'évacuation du vice-président Dick Cheney lors des attentats du 11 septembre. Elle a travaillé comme agent résident responsable à Grand Rapids, dans le Michigan. Elle a fait partie de la division de protection des vice-présidents pendant l'administration Obama. Elle a fait partie de la garde rapprochée du président Joe Biden. Madame Cheatle a rejoint le Senior Executive Service en février 2016 et a occupé diverses fonctions de direction au sein du Secret Service. Elle a été responsable du James G. Rowley Training Center, où elle a supervisé la formation et le développement de carrière. Elle est ensuite devenue directrice adjointe du Bureau de la formation, puis a dirigé le Bureau de la planification et de la politique stratégique, où elle a créé une plateforme de communication en ligne pour améliorer la transparence au sein de l'organisation. En 2017 et 2018, Madame Cheatle a occupé le poste de directrice adjointe. En 2019, elle est devenue la première femme à occuper le poste de directrice adjointe des opérations de protection, chargée de protéger le président et les dignitaires. Elle a géré un budget de 133,5 millions de dollars et a travaillé avec différentes divisions pour améliorer les technologies de sécurité. Madame Cheatle a quitté les services secrets en 2019 et a rejoint PepsiCo en tant que directrice principale de la sécurité mondiale. Elle y a supervisé la sécurité des installations nord-américaines et créé des stratégies de gestion des risques. En 2021, le président Biden a remis à Madame Cheatle un Presidential Rank Award pour son travail remarquable. Le 22 août 2022, il l'a nommée 27e directrice des services secrets américains et elle a pris ses fonctions le 17 septembre 2022. Elle devient la deuxième femme à diriger l'agence. Madame Cheatle a été nommée directrice des services secrets à un moment difficile pour l'agence en raison des controverses suscitées par l'attentat du 6 janvier 2021 au Capitole. Elle a pour objectif d'accroître la diversité en faisant en sorte que 30% des recrues soient des femmes d'ici à 2030. Le 23 juillet 2024, Kimberly Cheatle démissionne de son poste de directrice des services secrets américains en raison de la pression intense exercée par les législateurs après la tentative d'assassinat de l'ancien président Donald Trump. Madame Cheatle a d'abord hésité à démissionner, mais après l'audition, elle a subi des pressions de la part des deux partis. James Comer, président de la commission de surveillance de la Chambre des représentants, et Jamie Raskin, membre de la commission, ont été parmi les personnalités qui ont demandé sa démission. M. Comer a déclaré que Madame Cheatle n'inspirait pas confiance, tandis que M. Raskin a souligné qu'elle devait quitter son poste. Dans sa lettre de démission, Madame Cheatle a reconnu les lacunes en matière de sécurité et en a assumé l'entière responsabilité. Elle écrit « À la lumière des événements récents, c'est le cœur lourd que j'ai pris la décision difficile de quitter mon poste de directrice. » Le président Joe Biden a remercié Madame Cheatle pour son service et a loué ses qualités de dirigeante. Il a indiqué qu'il fallait de l'honneur, du courage et une grande intégrité pour assumer un rôle aussi exigeant. M. Biden a également déclaré qu'il nommerait bientôt un nouveau directeur. M. Trump a critiqué l'administration Biden pour ne pas l'avoir suffisamment protégée, déclarant sur Truth Social qu'il avait dû risquer sa vie pour la démocratie à cause de leur échec. Le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, et d'autres dirigeants républicains ont estimé que la démission de M. Cheatle était attendue depuis longtemps. Ils ont souligné la nécessité de rétablir la confiance dans les services secrets. La démission a donné lieu à des discussions sur les erreurs de sécurité qui ont permis la tentative d'assassinat et à des appels en faveur d'un réexamen complet afin d'éviter de tels incidents à l'avenir. Peu après la démission de Madame Cheatle, il a été révélé qu'elle était citée dans un procès de 7 millions de dollars intenté par Boris Zavadovsky et Elena Dvoynik, qui faisait l'objet d'une enquête pour fraude. Le procès a été intenté 3 jours avant la tentative d'assassinat de Trump. Zavadovsky et Dvoynik poursuivent le Secret Service, son directeur Cheatle, la police autrichienne et d'autres pour diffamation et atteinte à la vie privée. Ils affirment que les services secrets et d'autres agences américaines ont faussement informé des hôtels et des entreprises qu'ils faisaient de l'objet d'une enquête pour des crimes commis en Amérique. Zavadovsky était censé être un employé du gouvernement américain à l'époque. Le procès comprend un courriel de 2021, édité pour cacher certains détails, qui parlent du faux reçu d'hôtel de Zavadovsky datant de 2006.
Les services secrets auraient tenté de confirmer que les deux plaignants avaient falsifié des documents pour tromper le fisc, les compagnies d'assurance et l'employeur de M. Zavadovsky, qui était censé être le gouvernement des États-Unis. Bien que Mme Cheatle soit citée dans le procès, l'avocate new-yorkaise Colleen Kerwick a déclaré que son successeur en tant que directeur des services secrets la remplacerait probablement dans cette affaire. Après que Crooks a tenté d'assassiner Trump, certains de ses partisans ont soupçonné Cheatle et les services secrets d'être impliqués. Ils pensaient que les failles de sécurité étaient soit dues à une incompétence extrême, soit délibérée, permettant aux tireurs de s'approcher. Cette théorie a attiré l'attention lorsqu'Elon Musk l'a partagée sur Twitter. Monsieur Musk s'est demandé comment les services secrets avaient pu ne pas sécuriser le toit situé à côté de la scène de Monsieur Trump, alors que des personnes avaient signalé avoir vu un individu suspect armé d'un fusil. Il a écrit « incompétence extrême ou délibérée ». Quoi qu'il en soit, les dirigeants des services secrets doivent démissionner. Certaines théories suggèrent que les agents du Secret Service ont été déplacés du rassemblement de Trump à Butler, en Pennsylvanie, pour protéger la première dame Jill Biden lors d'un événement à Pittsburgh. Cette idée a retenu l'attention après que Susan Crabtree, correspondante à la Maison-Blanche pour Real Clear Politics, l'a diffusée sur les réseaux sociaux. Dans son message, Mme Crabtree mentionne des sources anonymes qui affirment que les ressources des services secrets ont été redirigées vers l'événement de Jill Biden, comme le veut la procédure habituelle pour un ancien président. Son message a été vu des millions de fois et a donné lieu à de nouvelles spéculations. Le Secret Service a rapidement démenti ces informations par l'intermédiaire de son chef de la communication, Anthony Guglielmi. Il a expliqué que les modèles de protection ne fonctionnent pas de cette manière et qu'il est normal d'avoir des équipes supplémentaires dans les bureaux locaux pendant les années électorales en raison de l'augmentation des déplacements. Il a souligné que la protection de M. Trump n'était pas compromise et que les allégations de refus de ressources étaient totalement fausses. Bien que les services secrets l'aient démenti, la théorie du complot s'est poursuivie et s'est inscrite dans le cadre d'un débat plus large sur les mesures de sécurité et les défaillances possibles lors de la tentative d'assassinat de M. Trump. Une autre théorie suggère que les services secrets ont rejeté les demandes de renforcement de la sécurité formulées par M. Trump. Des rapports du Washington Post, du New York Times et de CNN indiquent que l'équipe de sécurité de M. Trump s'est plainte du manque de ressources et de personnel des services secrets pendant les 2 années qui ont précédé la tentative d'assassinat. L'équipe de Donald Trump a demandé davantage de mesures de sécurité, comme des détecteurs de métaux, plus d'agents pour contrôler les personnes, des tireurs d'élite supplémentaires et des équipes spéciales. Cependant, les services secrets ont refusé certaines de ces demandes par manque de ressources ou de personnel. Dans un premier temps, les services secrets ont nié avoir refusé ces demandes. Le chef de la communication des services secrets, Anthony Guglielmi, a déclaré que ces affirmations étaient fausses. Il a déclaré que les services avaient ajouté des ressources et des technologies de protection. Face à la pression croissante, les services secrets ont admis avoir refusé certaines demandes de sécurité. Ils ont expliqué qu'ils avaient adapté leur plan dans ces situations et travaillé avec des agences locales ou d'État pour assurer la sécurité de M. Trump. Une théorie du complot sur ces demandes refusées a pris de l'ampleur lorsque le représentant républicain Mike Waltz a affirmé que le secrétaire à la sécurité intérieure Alejandro Mayorkas avait refusé de renforcer la protection de M. Trump. M. Waltz a déclaré qu'il disposait de sources fiables, confirmant qu'il y avait eu de nombreuses demandes de renforcement de la sécurité des services secrets pour M. Trump. Même si les services secrets ont admis avoir refusé certaines demandes, rien ne prouve qu'ils l'aient fait à dessein ou dans le cadre d'un complot contre M. Trump. Ils ont expliqué que leurs décisions étaient dues à des ressources limitées et à la nécessité de gérer la protection de plusieurs personnes. Une autre théorie a vu le jour, selon laquelle M. Trump aurait lui-même mis en scène la fusillade. Tant ses détracteurs que ses partisans ont répandu cette idée. Des personnalités comme l'actrice Amanda Seales et un conseiller de premier plan du donateur démocrate Reid Hoffman ont alimenté la spéculation. Amanda Seales a publié un message sur les réseaux sociaux affirmant qu'elle pensait que M. Trump avait utilisé du faux sang et des effets sonores pour simuler la tentative d'assassinat. Elle a également mis en doute l'authenticité des bruits de coups de feu et du sang dans les vidéos. Les sondages ont montré que 34% des démocrates inscrits étaient de cet avis, même si des preuves et des témoignages prouvaient le contraire. Le commentateur conservateur James Klug a rencontré des personnes qui pensaient que Trump avait inventé l'incident pour s'attirer la sympathie et le soutien politique. Cependant, ces théories étaient fausses et allaient à l'encontre des faits. Les services secrets américains ont qualifié l'événement de tentative d'assassinat et le ministère de la Sécurité intérieure a déclaré qu'il s'agissait d'une défaillance de la sécurité. Ce n'était pas la première fois que les services secrets échouaient aussi lamentablement. Examinons d'autres exemples au fil des ans. Les mésaventures des services secrets dans le passé. Le 6 janvier 2021, des partisans de l'ancien président Donald Trump ont pris d'assaut le Capitole pour tenter d'empêcher Joe Biden d'être confirmé comme prochain président.
Cet événement est considéré comme l'une des attaques les plus alarmantes contre la démocratie dans l'histoire américaine. Après l'attentat, plusieurs enquêtes ont été lancées pour examiner la réaction du gouvernement et le rôle de Trump dans les violences. Au cours de ces enquêtes, il a été découvert que les messages textuels des services secrets des 5 et 6 janvier 2021 avaient été effacés. The Intercept a été le premier à le signaler. Puis, l'inspecteur général Joseph Cuffari du ministère de la Sécurité intérieure l'a confirmé. Les services secrets ont affirmé qu'ils n'avaient rien fait de mal. Ils ont expliqué que les SMS avaient été supprimés dans le cadre d'une mise à jour planifiée de l'appareil et d'un transfert de données qui avait commencé avant que les enquêteurs ne demandent les messages. Ils ont déclaré avoir pleinement coopéré en fournissant de nombreux courriels et messages de chat. Malgré cela, la suppression des messages textuels a suscité des inquiétudes quant à l'entrave au contrôle et à la destruction éventuelle de dossiers fédéraux. Cela a conduit à des appels à la démission de l'inspecteur général du ministère de la Sécurité intérieure et à des demandes d'enquête plus larges de la part du ministère de la Justice. Le groupe de surveillance American Oversight était contrarié par les messages textes effacés relatifs à l'attaque. Il avait tenté d'obtenir ces documents par le biais de procès intentés en vertu de la loi sur la liberté de l'information, Freedom of Information Act. Selon eux, la perte de ces messages a rendu plus difficile la compréhension des événements de ce jour-là et des rôles des services secrets, du Pentagone et d'autres agences dans la réponse du gouvernement. Outre les services secrets, il a également été révélé que le Pentagone avait effacé les téléphones de hauts fonctionnaires de la Défense. Il s'agit notamment du secrétaire à la Défense par intérim de l'époque, Christopher C. Miller, et du secrétaire à l'armée de l'époque, Ryan McCarthy. Cela a également été attribué à la politique standard pour les employés qui quittent leur poste. La suppression de documents par de nombreuses agences a suscité des inquiétudes quant à l'engagement du gouvernement à préserver les documents et à maintenir la transparence et la responsabilité. 6 mois avant cet incident, le Secret Service a été impliqué dans un scandale lors de manifestations à Washington, D.C., après l'assassinat de George Floyd. Le 1er juin 2020, les forces de l'ordre ont évacué par la force des manifestants pacifiques de la place Lafayette. Cette mesure a été prise pour que le président Donald Trump et son équipe puissent se rendre de la Maison-Blanche à l'église épiscopale Saint-Jean pour une photo. L'église avait été vandalisée et endommagée par un incendie la nuit précédente. Le procureur général William Barr a décidé d'étendre le périmètre de sécurité autour de la Maison-Blanche lors d'une réunion qui s'est tenue vers 14 h. Lorsque Barr est arrivé à Lafayette Square plus tard dans l'après-midi, il a été frustré de voir que l'extension n'avait pas encore eu lieu. À 18h08, Barr fait le point sur la situation au square Lafayette et demande au commandant des opérations de la police des parcs pourquoi la foule est toujours là. Le commandant a répondu qu'il se préparait à déplacer la foule. À 18h16, 7 minutes avant que l'ordre de dispersion ne soit donné, les services secrets américains se sont avancés vers les manifestants qui s'opposaient à leur plan. Ils ont fait face à une forte résistance, des œufs et des bouteilles leur ayant été lancés, et ont réagi en utilisant du gaz poivré. À 18h23, la police du parc a donné le premier des 3 avertissements de dispersion, bien que la foule ne l'ait pas compris. À 18h28, la police du parc et d'autres forces de l'ordre, y compris les services secrets, ont commencé à pousser les manifestants hors de la place et à remonter Vermont Avenue. L'évacuation forcée de la place Lafayette a été condamnée comme une violation du droit à la liberté de réunion du premier amendement et comme un usage excessif de la force. Des groupes de défense des libertés civiles ont poursuivi Trump, Barr et d'autres fonctionnaires fédéraux, affirmant qu'ils avaient violé les droits constitutionnels des manifestants. Le bureau de l'inspecteur général du ministère de l'Intérieur a enquêté sur l'incident et publié un rapport en juin 2021. Le rapport conclut que le plan de la police des parcs visant à dégager la place et à installer une clôture était légal et conforme à la politique, mais n'évalue pas si c'était une bonne décision. Il note également que les services secrets ont commencé leur opération avant que la police du parc ne puisse donner des avertissements de dispersion que de nombreux manifestants n'ont pas pu entendre. Les services secrets américains ont d'abord nié avoir utilisé du gaz poivré, mais ont ensuite rectifié le tir, admettant qu'un employé avait utilisé du gaz poivré sur une personne agressive. Les démocrates de la Chambre des représentants ont enquêté sur le rôle des services secrets dans le dégagement de la place Lafayette. En conséquence, le Secret Service a accepté de mettre à jour ses politiques afin de décourager l'usage généralisé de la force et d'autres tactiques dans les foules. Le 4 mars 2015, Mark Connolly et George Ogilvy, 2 agents supérieurs des services secrets, ont percuté une barrière de sécurité à la Maison-Blanche avec un véhicule du gouvernement vers 22h30. Ils avaient participé à la fête de départ, à la retraite d'un collègue dans un bar voisin et étaient soupçonnés d'avoir bu. Les agents de la Maison-Blanche voulaient les soumettre à un test de sobriété et les arrêter, mais leur supérieur les a laissés rentrer chez eux. L'inspecteur général du ministère de la Sécurité intérieure a enquêté sur l'incident.
Les agents du secret service impliqués ont été réaffectés à des fonctions moins importantes et la Maison-Blanche, y compris le président Obama, a été informée de l'enquête. Cet événement particulier a aggravé les inquiétudes concernant les services secrets qui avaient déjà été confrontés à plusieurs problèmes de sécurité et à des scandales. Les législateurs des deux partis ont critiqué l'agence et se sont demandé si les changements de direction étaient suffisants pour résoudre les problèmes. Moins de 6 mois avant cet incident, le secret service était sous le feu des critiques pour un autre incident. Le 19 septembre 2014, Omar J. Gonzalez, 42 ans, a escaladé la clôture de la Maison-Blanche et est entré par des portes non verrouillées. Il était muni d'un couteau pliant avec une lame dentelée de 3,5 pouces. Gonzalez, un vétéran de guerre souffrant du syndrome de stress post-traumatique, a bousculé une agente des services secrets et est parvenu à la salle Est avant d'être plaqué au sol par un agent qui n'était pas en service. Il a été arrêté et emmené à l'hôpital après avoir déclaré qu'il souffrait de douleurs à la poitrine. Lorsque l'incident s'est produit, le président Obama et sa famille venaient de quitter la Maison-Blanche pour se rendre à Camp David. Cette faille de sécurité en a inquiété plus d'un et les législateurs ont critiqué les services secrets, demandant une enquête approfondie. Julia Pierson, qui dirigeait les services secrets à l'époque, a été fortement interrogée lors d'une audition au Congrès et a démissionné le 1er octobre 2014 en raison de cet incident et d'autres problèmes de sécurité. Gonzalez a été accusé d'être entré dans une zone d'accès restreint avec une arme dangereuse et d'avoir enfreint 2 lois locales relatives au port d'armes et à la possession de munitions. Il a reconnu les faits qui lui étaient reprochés, a été reconnu coupable de 2 délits et a été condamné à 17 mois de prison et à 3 ans de mise à l'épreuve. En avril 2012, avant le voyage du président Obama à Carthagène pour le sommet des Amériques, plusieurs agents des services secrets ont été renvoyés chez eux en raison d'allégations de mauvaise conduite impliquant la prostitution. L'incident a impliqué 11 agents des services secrets et quelques militaires, ainsi qu'une vingtaine de femmes. Les agents avaient fait la fête dans un club de striptease haut de gamme de Carthagène et avaient ramené au moins 2 femmes à leur hôtel. Le lendemain, l'une des femmes, Dania Londono Suarez, a demandé plus d'argent, ce qui a provoqué une dispute. Madame Suarez a déclaré à Caracol News à Carthagène qu'elle avait rencontré un agent et ses amis dans un bar où ils buvaient de la vodka. Elle a accepté de retourner dans la chambre d'hôtel de l'agent pour $800. Mais le lendemain, l'agent a refusé de payer et l'a mise à la porte. Avec l'aide d'un policier local et d'un autre agent des services secrets, elle a réussi à leur soutirer $250. L'incident a donné lieu à une enquête des services secrets car il aurait pu constituer une menace pour la sécurité et susciter des craintes de chantage. Les agents impliqués ne faisaient pas partie de l'équipe de sécurité du président, de sorte que la sécurité de ce dernier n'a pas été affectée. Cependant, l'incident a été embarrassant pour l'agence et a assombri le début du sommet. En conséquence, 12 agents des services secrets ont été impliqués dans le scandale et 9 d'entre eux ont été licenciés. 3 agents ont été mis hors de cause. Le secret service a également introduit de nouvelles règles, interdisant aux agents de visiter des lieux douteux et de boire de l'alcool dans les 10 heures précédant le début de leur service. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur la carte qui s'affiche en ce moment sur votre écran pour accéder à d'autres vidéos.